TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal et voici l'épisode numéro 50. Wouh! Alors, pour ce 50e épisode, on revient sur le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1, mettant en vedette Max Verstappen, Nico Hülkenberg et Sebastian Vettel. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Alors, pour ce 50e épisode, j'ai décidé d'inviter quelqu'un, un ami que je connais, qui est un grand fan de Formule 1 et qui nous soutient depuis les débuts du Bulletin F1 en 2018. Et c'est un ami qui aime le soccer aussi. Il s'appelle Félix. Salut Félix. Salut. Comment vas-tu? Super bien, toi. Très bien, merci. À part l'élimination des Pingouins la semaine dernière. Ça va bien, là. Ouais, toi, ça va bien. Je suis pas pour toi, là. Ouais, ça va. La pilule est passée. Alors, le 15e choix, c'est quand même pas si pire. Oh, ça ne fait que commencer. Oh, j'ai hâte de voir les flyouts. Félix, peux-tu te présenter, en fait, combien de temps que tu suis la Formule 1, en fait? Je suis la Formule 1 depuis 2003, donc depuis le Grand Prix d'Australie 2003, donc victoire de David Coulthard, je m'en rappelle, puisque c'est sa dernière. Ouais. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai commencé à suivre ça? J'avais 11 ans à l'époque. On dirait que peut-être parce que c'était pas nécessairement les bonnes années de Jacques Villeneuve non plus. On dirait que ça m'impressionnait. C'est une compétition qui est internationale. Il y a beaucoup de gens dans les pays, de tous les pays. Ça se déplace partout dans le monde. Puis il y a un peu de drame aussi. On se le cacherait pas. C'était tellement cool. Ouais. Puis là, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui poussaient. 2003, c'est Alonso, sa première année chez Renault. Raikkonen qui pousse encore vers le haut. Donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup interpellé. Donc, depuis 2003, je n'ai pas arrêté. Ah, c'est parfait. Ouais. Puis, en plus, à chaque fois que je te suis, en fait, il y a beaucoup de tweets intéressants, en fait, sur ce qui se passe en Formule 1, en plus. Donc, tu me présentais comme étant un grand fan. Je vais te relancer le compliment et je vais en ajouter une petite dose de crémage. T'es absolument certain que moi, j'aime beaucoup ça. Mais je suis pas nécessairement un connaisseur incroyable comme toi. Si je pouvais prétendre au titre de connaisseur quand j'avais environ 11, 12, 13, 14. Tu sais, je me faisais des petits cahiers de statistiques, je notais les temps des essais libres 1, 2, 3, qualifications, j'étais ça de même. Mais des fois oui, je suis les courses, mais j'ai moins j'ai moins la mémoire que dans mes anciennes années. Par exemple, en 2004, je peux dire, il y a eu telle chose à tel tour, à telle course, de tel pilote. Mais là, maintenant, je me rappelle même pas ce qui s'est passé il y a 2 courses. Là. Je suis comme, c'est loin dans ma tête. Mais je regarde toutes les courses. Ah, c'est parfait. Ça, c'est comme ça qu'on aime les assidus de la Formule 1. Puis oui, je te dirais vraiment, là, moi aussi, tu sais, ça fait quand même... Lorsque Jacques Villeneuve a commencé en 96, que je regarde la Formule 1 assidûment, puis je me souviens même quand j'étais petit, là, j'ai même été puni par mes parents parce que je parlais trop de Formule 1 à l'école, donc... Tu as été puni? Ouais. Ouais, ils m'ont dit, tu regarderas pas une course parce que tu parles trop de Formule 1. Donc, tu vois, c'est à quel point, là, je suis un grand amateur de ce sport. Tu fais appel de la décision? Contrairement à Racing Point puis à Renault, non. Je pouvais... À 9 ans, je pouvais pas trop porter ma cause en appel, donc malheureusement. Mais là,
suis content parce que là, je suis en vacances. Et donc, je suis retourné à la maison familiale à Joliette. Et j'ai avec moi un de mes rares morceaux de collection de Formule 1. C'est la maquette de Nick Heidfeld Williams 2005. Oh my God, oh Nick. Prize de Possessions que j'ai acheté au musée G. Villeneuve. Oh my God, Nick. Quick Nick. Ah, ça c'était un de mes pilotes préférés. Oh oui. C'est dommage qu'il n'ait pas pu gagner de Grand Prix, mais... Oui. C'est ça, c'est dommage. On a une petite pensée pour lui ce soir. Oh oui, oh oui. Puis, avec moi, on a Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut à deux. Comment vas-tu? Ça va extrêmement bien, toi? Ben oui, extrêmement bien, parce que Marc-André, comme vous le savez, c'est un grand fan de Max Verstappen, donc il était un homme heureux après la course. Ok, oui. Et j'ai hâte d'entendre ses impressions. Puis, on a Anna Maria qui va se joindre un peu plus tard dans l'émission. Donc, elle aussi qui fait partie de notre équipe, en fait, depuis un bon bout, depuis cette année. Puis, évidemment, je salue l'ami Brian qui a été, qui est, en fait, celui qui m'a aidé dans le bulletin F1 et avec le podcast aussi. C'est vrai que ces temps-ci, il est très occupé avec le travail, mais Brian est là, il nous soutient quand même. Donc, Brian, si tu nous écoutes, on te salue. Puis, lâche pas ce que tu fais. Tu fais du bon travail dans la job actuelle. Alors, on va commencer par ce fameux Grand Prix du 70e anniversaire, ou si vous voulez, Grande-Bretagne 2, Silverstone 2, parce que je trouve, le Grand Prix du 70e anniversaire, ça fait quand même bizarre à dire, mais écoutez, on a eu le tournoi MLS is back, donc excuse-moi Félix. Ouais. Excuse-moi. Bon. Je ne dis rien. Mais oh, pardon, j'ai failli échapper ma Formule 1, mon Dieu. Oh. Mais pour continuer sur ce que tu dis, la course, en fait, moi, je me disais, coudonc, officiellement, en 1950, c'était ce jour-là qu'ils ont disputé la course, mais la première course a été disputée en mai. Ouais. Donc, ce sont des gros menteurs. Oui. Et moi qui travaille en réseaux sociaux, j'ai commis un impair incroyable. Samedi, je tweetais un peu pour les qualifications et j'ai écrit #British Grand Prix, British GP. J'étais comme, oh mon Dieu, je m'en suis tellement voulu. Il fallait que j'écrive F1 S70. Ouais. Ben écoute, donc, faut être au courant, là. Faut être au courant. Ben écoute, je pense que ça a été la même chose avec le Grand Prix d'Autriche. Le hashtag officiel du Grand Prix de Styrie, c'était Austrian Grand GP. Donc, oui. Branchez-vous! Ben oui, branchez-vous. Je vais dire. Je pense après ils ont mis Styrian GP, mais genre, je pense qu'ils ont. En fin de week-end. En fin de week-end en plus, alors que la course était presque terminée. Donc, genius. Alors, Félix, comme tu es l'invité, je voudrais avoir tes impressions sur le Grand Prix qu'on a connu en fin de semaine. Pour moi, c'est une course dont on se rappellera, et je vais faire plaisir à Marc-André. On a un Max Verstappen, à mon avis, qui a montré non pas juste son talent, mais sa maturité. Tu sais, il est de plus en plus comme le leader de son équipe. Il a assuré du début à la fin, puis même après à l'issue des qualifications, on se disait il faudra surveiller Verstappen pour la course. Il a poussé, il a fait un petit moment comique à la radio, mais qui voulait, qui parlait, on court après les Mercedes, on ne va pas nécessairement se prendre comme des grands-mères, quelque chose comme ça. Ouais. Mais pour moi, ça démontre vraiment son leadership. Puis voilà. J'espère juste qu'un jour, il va atteindre le championnat du monde des pilotes, mais pour moi, ça démontre. Ben pour moi, c'est une course qui s'ajoute à sa légende. Il y en a plusieurs déjà, là. Mm-hmm. Mais une autre. Juste tout était parfait. C'était vraiment impressionnant à voir. C'était vraiment cool. Ah oui, clairement. Puis je pense que on va en reparler un peu plus tard de Max Verstappen un peu plus en détail, mais oui, Max est devenu
je dirais pas finalement, parce que je suis sûr qu'il reste encore quelques trucs, mais peut-être le pilote qu'on s'attendait à voir quand il s'est joint à Red Bull en 2016. Puis justement, moi, une de mes interrogations, surtout l'année dernière, quand Mercedes a tout gagné, je me dis, puis que Red Bull était 3e assurément derrière Ferrari, je me disais, coudon, est-ce que Verstappen aura allé dans une autre équipe pour devenir champion du monde? Puis là, je me rappelle, là, de ce que. Là, c'est juste une course, mais quand même, Mercedes a fait du bon travail. On a pu voir ça depuis le début de la saison. Puis je suis en train de me dire, peut-être c'est avec. Ça sera peut-être avec Red Bull qui va prétendre au championnat. Il a signé un gros contrat avec Red Bull, donc c'est intéressant à suivre. On va laisser Hamilton avoir son 7e et son 8e championnat, mais après, là, on se prépare. Mais Verstappen, tu sais, à l'époque, on arrivait en Formule 1 à quel âge? À 25, 26, 26, 27. Là, on arrive en Formule 1 avant de pouvoir conduire une vraie voiture. Ouais. Donc, on va voir, mais ça augure bien. Oh oui, puis j'aimerais avoir l'avis de Marc-André, évidemment, soit biaisé ou pas, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix? Ça va être un peu biaisé, mais tout de même, je pense que tu connais ma passion pour les courses stratégiques. J'adore. Je ne suis pas un fan de moteur. Je connais rien au moteur. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la Formule 1, c'est surtout la compétition stratégique. Et en fin de semaine, c'est exactement ce que nous avons eu avec justement Red Bull qui réussit dès la qualification 2, à porter les pneus durs et de tenir quand même la voiture plus longtemps que possible avec les pneus durs et faire en sorte de pouvoir même surpasser les attentes de ces pneus-là. Puis on a vu qu'Hamilton a eu des petits doutes sur la légalité des pneus de Max, alors que tout ça était complètement légal. Alors, tu vois à quel point il a bien contrôlé justement cette chaleur en Grande-Bretagne qui était assez énorme pour celle qu'on a habituellement. Donc, je pense que ça a été une course justement intéressante de ce côté-là, puis probablement qu'on va en reparler, mais je tiens surtout à donner un petit bravo à Pirelli qui nous a vraiment donné une course spéciale avec la façon dont ils ont amené les pneus. Puis moi, je pense que ça pourrait être une chose intéressante à amener de plus en plus des pneus plus tendres pour justement forcer les écuries à faire 2 arrêts et non de faire seulement une seule arrêt au puits. Oui, exactement. Puis pendant qu'Anna Maria s'est jointe à la conversation, en fait, c'est vrai, de très bons points en fait que tu amènes, Marc-André. On critique souvent Pirelli en fait pour les pneus qu'ils nous offrent. Puis je pense que, allô Anna Maria, je pense que Pirelli a fait du bon travail. Beaucoup de gens pensent que à l'avenir, on devrait faire des courses à 2 arrêts, juste pour épicer un peu les Grands Prix. Mais encore là, est-ce que ça va peut-être revenir du pareil, ou ça va être du pareil au même, si on peut dire. Donc, oui, amener des pneus plus tendres, ce serait bien, mais jusqu'à quel point ça va dépendre des conditions de piste aussi, parce que j'en parlais avant que Félix se joigne à nous, en fait, avec Marc-André. C'est rare qu'en Grande-Bretagne il fasse très chaud, avec le fameux British weather, mais quand même, c'est quand même on sait que la météo, les températures chaudes, c'est un des points faibles de la Mercedes, donc c'est sûr que tout le monde va réussir à capituler, mais ce n'est pas vrai que à tous les étés ça va être Mercedes qui va être désavantagé. Ils vont trouver un moyen de revenir en avant. Donc oui, Pirelli a fait du bon travail en changeant les composés, mais il faut pas trop exagérer non plus avec avec le fait d'avoir des courses à 2 arrêts à chaque Grand Prix. Donc, moi, je pense que il faut quand même donner un beau bravo à Pirelli. Anna Maria, qui s'est jointe à nous, tes impressions sur ce Grand Prix du 70e anniversaire?
Oui, bonsoir. Et Allô. je te présente Monsieur Félix. Enchanté. Salut. Non, mais j'ai beaucoup aimé parce que il y avait les risques que c'était comme celui de avant, mais ça a tout changé parce que la météo c'est pas la même et disons que comme les pneus n'étaient pas les mêmes non plus, c'était plus doux que celui d'avant, parce que ça arrive que les équipes ça doit se casser la tête pour faire quelque chose et faire durer plus. C'est là que Red Bull y a mis les gros moyens parce qu'il a commencé à préparer sa course depuis les qualifs. Au qualif, Max il mettait déjà les pneus les plus durs pour faire en sorte de les faire durer plus longtemps avec c'est ça. Après, pendant la course, c'est ce qui s'est passé. Mais quand même, il était bien. J'ai beaucoup aimé parce que les équipes, ils savaient pas trop où s'en aller. Et que quelques-uns, oui, ils profitaient, mais quelques autres étaient vraiment un peu perdus dans les jeux. Et je pense que Mercedes n'a pas beaucoup aimé ça. Ben, disons que Hamilton n'a pas beaucoup aimé ça. Ouais. C'est ça qu'il disait, en fait. Il disait, est-ce que Red Bull a, genre, changé la pression des pneus? Mais sinon, Oui, c'est ça. Hamilton joue toujours avec la tête de monde parce que lui il disait, peut-être il joue avec la pression, peut-être il n'a pas mis la même chose parce que Pirelli a comme changé la pression aussi. Mais disons que c'était les coups de Red Bull étaient préparés à l'avance. C'est ça. C'est ça, c'était préparé à l'avance, la stratégie était juste bien exécutée. Mercedes s'est fait avoir, tout simplement. Disons que oui, les choses que j'ai trouvées les plus de Red Bull, c'était la 12e arrêt de Max parce que il était comme pile avec Valtteri ils le font rentrer à l'avance. Je pense qu'ils ont essayé quelque chose, mais ça n'a pas marché. Ouais, un arrêt, c'était en fait le relais en médium, c'était 6 tours. Ouais. 6 tours. Alors, c'est quand même, c'était quand même un bon bluff de la part de Red Bull. Et pour continuer dans le clan Red Bull, on en a glissé un mot tout à l'heure. Max Verstappen, on connaît son talent, on sait qu'il est exceptionnel, il est tout simplement adorable à voir en piste. Et en plus, avec ses radios, ses jokes à la radio aussi, là, que peut-être personne n'aurait osé faire, en fait. Mais on en a glissé un mot. Max Verstappen est on dirait, depuis des années, là, il devient mature. Il devient de plus en plus mature. Là, il est 2e au championnat des pilotes à, je pense, une 30aine de points de Lewis Hamilton. Exact. On en a parlé il y a quelques épisodes avant le début de la saison, en fait, pour savoir est-ce qu'on aura un duel Hamilton-Verstappen. C'était ça un peu un des points qu'on allait surveiller. Est-ce que vous pensez, même si on s'enflamme un peu trop, que ça va être le combat qu'on va voir dès le Grand Prix d'Espagne en fin de semaine, Félix? Ben, la machine, la machine est en marche pour une remontée. Puis, il faut pas oublier que là, c'est environ 70. C'est combien? Il y a environ 50 points d'écart, quelque chose comme ça. Je pense 57, quelque chose comme ça, entre Hamilton et Verstappen. Mais tu sais, ça, j'ai fait le calcul, mais ça, c'est Hamilton qui abandonne, déjà moins 25. Un autre, quelques ennuis. Ça peut aller vite dans cette saison-là. Mm-hmm. Donc, si la tendance se maintient, je crois qu'on va quand même voir Hamilton champion, mais si Red Bull sort des stratégies comme ils ont fait à Silverstone 2, à voir pour la suite des choses, mais c'est intéressant à voir. Oh, oui. Et souvenons-nous aussi que lors du premier Grand Prix,
théorie, tout était en place pour que Max remporte la victoire, alors qu'il avait fait un peu la même stratégie qu'à Silverstone, en mettant les pneus les plus durs pour surprendre un peu tout le monde. Et on connaît le final. Max a abandonné à raison d'un problème de moteur, mais tout de même, ça aurait pu faire en sorte que le classement soit encore plus rapproché. Alors, moi, je l'ai dit en début de saison, ça pourrait être surprenant que Max gagne, mais ça pourrait ne pas être surprenant non plus. Donc, c'est ça. Je pense que Hamilton est à son meilleur. Verstappen commence à se rapprocher pas de son... Je pense qu'il va être encore meilleur dans sa carrière, mais je pense qu'il a atteint un bon niveau pour pouvoir compétitionner avec Hamilton et sa Mercedes. Et en plus, Red Bull qui continue à travailler sur sa voiture. Oui. Et je pense que ça pourrait donner des résultats assez bons. Honda qui continue aussi. Là, je pense qu'ils ont eu une petite avancée technologique au cours de ce Grand Prix. Puis on a vu la différence aussi. Donc, je pense que tout ça mis ensemble, ça peut nous permettre d'avoir une belle course au championnat, malgré le fait qu'on peut peut-être dire que Hamilton va quand même gagner. Mais je pense que c'est encore un peu sur la glace. Mais là, on parle de faits, à mon avis. Mais à mon avis, il y a une chose qui va arriver, c'est que le titre va à Hamilton. Si Hamilton gagne le titre, ça sera beaucoup plus tard que normalement. Là, la saison est toute restructurée. Mais normalement, il a gagné quand même en avance. C'était au Mexique les 2 dernières fois. J'ai l'impression que ça va être un peu plus tard l'échéance. Ça, c'est à voir. Puis aussi, un Hamilton sous pression. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2016. Donc, c'est peut-être un retour vers ça. Oui, peut-être, évidemment. Et on connaît le résultat. Ouais. Merci à la fiabilité, entre autres. Mais, et à ses départs un peu ratés. Oui, exactement. Ça aussi parce que Verstappen, il peut s'approcher, mais tant que Hamilton ne soit pas à l'avance. Parce que oui, si Bottas il fait aussi la pollen, fait que quand Hamilton il faut qu'il travaille un petit peu plus, c'est plus difficile pour lui aussi. Parce que c'est pas pareil sortir à l'avant avec l'air toute propre. Tu as plus de cas pour tenir ton pneu, pour faire ton arrêt et tout. Mais quand lui, il travaille un petit peu en arrière, même si c'est pas beaucoup, c'est un petit peu plus difficile parce que la course de la semaine passée, c'est pas parce que les Red Bull étaient plus rapides et plus bons, c'est juste parce qu'ils ont fait les meilleurs choux. C'est ça, et pour Hamilton, quand il n'est pas content, mais tu sais qu'est-ce qui se passe. Je lance ça comme ça. Félix, tu as amené un très bon point concernant la saison un peu chamboulée par cette pandémie. Il y aura des nouveaux Grands Prix. Nouveaux, on va dire. On va retourner sur deux circuits classiques, Nürburgring et Imola. Et on va aller sur 2 nouveaux circuits, Mugello en Italie à la mi-septembre, puis à Portimao au Portugal. Naturellement, là, ça va être dans des conditions où on a des nouvelles Formule 1. Hamilton a roulé pendant quelques années sur le Nürburgring, ayant même gagné. C'est une inconnue, donc est-ce que vous pensez que Verstappen va capituler sur le fait que ça va être l'inconnu, surtout que Imola, ça va être une fin de semaine de 2 jours, donc essai et les qualifs la même journée, puis la course le lendemain. Est-ce que vous pensez que ça va être autant avantageux que ce soit 4 courses dans l'inconnu avec la nouvelle génération de voitures? C'est dans ces moments-là qu'on voit les vrais champions. C'est vrai. Donc, à voir. J'ai bien hâte de voir ça. Mais je trouve que pour les jeunes, ça va être avantageux. Tu sais, parce que c'est ceux qui ont fait l'F3 et c'est les derniers qui ont fait le circuit à Imola. Oui. Mais ceux qui font la Formule 1 depuis longtemps,
ils sont un peu plus difficiles pour eux. Mais tout ce qui est Stroll, Norris, même Verstappen, ils se rappellent un petit peu plus des circuits parce qu'ils font 2 ou 3 courses en même temps quand ils font la victoire. Oui, c'est vrai. Et tu parles de ça. Raikkonen, de tout le plateau, a été le seul qui a roulé à Imola la dernière fois en 2006. Donc, évidemment, l'expérience va aider. Je sais pas si Hamilton a sûrement roulé à Imola aussi. Donc, comme Félix l'a dit, c'est là où on va voir les vrais champions. C'est là où on voit les vrais champions. Donc, personnellement, je trouve que on va voir Hamilton peut-être être dominant sur ces 4 circuits qui ne faisaient pas partie du calendrier 2020 à la base. On va passer maintenant au deuxième point et je vais garder un peu mon rant pour plus tard. On va parler de Nico Hülkenberg parce que si Max Verstappen a été une des étoiles de ce Grand Prix, la performance de Nico Hülkenberg mérite d'être évoquée aussi parce que samedi, s'est qualifié 3e avec la Racing Point de Sergio Perez alors que c'était sa 2e fin de semaine. Et dimanche, il a fini 7e malgré le fait qu'il y a eu des vibrations en fin de course qui a fait en sorte qu'il s'est arrêté pour des pneus tendres. Mais Hülkenberg, évidemment, ça a été le point, ça a été le sujet de discussion pendant le week-end. Naturellement, est-ce que vous pensez que il va revenir en Formule 1 l'année prochaine? Est-ce que ce qu'il a fait a... c'est une question facile, mais est-ce que vous pensez que il va revenir en Formule 1 l'année prochaine? Pendant qu'on est dans le hype? C'est pas son choix, c'est tout. Si ça serait son choix à lui, oui, il serait là, mais je pense que l'année prochaine, il n'est pas si d'auto pour tous les pilotes et lui est déjà dehors. Peut-être il va rester, mais tu sais, Haas, il y a toujours Grosjean et Magnussen, pas grand-chose. C'est pas pour lui, c'est pas parce qu'il n'y a pas de place. Oui. En fait, Haas aurait été le choix logique, mais Magnussen et Hülkenberg se détestent, donc... Je sais pas s'ils se détestent encore, parce que je pense que l'histoire des bijoux de famille, en fait, je pense, a été un peu trop... comme le hype, ça a été trop overhypé, en fait. On en a trop parlé, comme s'ils se détestaient, mais c'était juste sous le coup de l'émotion, donc... Mais il manque une équipe en Formule 1, c'est aussi simple que ça. Ouais. À 11 équipes, le talent serait mieux réparti, puis je pense pas que c'est dans l'intérêt de Hülkenberg de revenir, mais par exemple, avec une moins bonne équipe, Hülkenberg, je le vois de milieu ou haut de peloton. C'est ça. Mais tout est bloqué. Il de place, exact. Ouais, exact. Un pilote que je vois peut-être qui a moins sa place cette année du moins, ou du moins que peut-être Hülkenberg pourrait remplacer, c'est Antonio Giovinazzi qui a une saison coup-ci, coup-ça, malgré que la Alfa Romeo a beaucoup de difficultés. Mais c'est ça, je pense qu'il manque de place pour Hülkenberg malheureusement, parce qu'on a vu qu'il y a encore un talent pur, parce qu'il est revenu après ces 200 quelques jours sans être dans une voiture, et de performer comme ça prouve que tu as un certain talent pur. Mais ouais, je pense que c'est plus un manque d'espace qu'une question de talent, malheureusement. Oui, puis il faut pas oublier aussi la petite précision. Le volant d'Antonio Giovinazzi, c'est un volant Ferrari, en fait. Donc, c'est là où les jeunes pilotes, en fait, vont passer, comme on l'a vu avec Charles Leclerc, comme on l'a vu dans le passé avec Felipe Massa. En fait, quand il a commencé sa carrière en Formule 1, c'était avec Sauber dans le temps, puis ensuite, il est allé chez Ferrari. Oui. Donc, si Hülkenberg devait atterrir chez Alfa Romeo, ce serait probablement pour remplacer Kimi Raikkonen. Puis évidemment, encore là, est-ce que Raikkonen... qui sait, peut-être que Raikkonen voudrait rester en 2021. Pérez, ça se peut que Pérez, ce soit lui qui remplace Kimi parce que... un autre victime du manque, du pénurie d'endroits en Formule 1. C'est ça. Oui, en plus, Giovinazzi est pas sûr pour l'année prochaine parce qu'il sent bien Mick Schumacher, que c'est sûr qu'il va arriver à Alfa Romeo. Moi, je dirais... Je sais pas.
J'ai un doute, Mais moi il aussi. faut qu'ils rentrent tout de suite parce que sinon, il y a les points d'expérience, ils vont expirer. Celui de 2017, ils vont déjà expirer. Et lui, en Formule 2 cette année, ça va pas super, mais il a fait 12e à la dernière course. Mais quand même, il est quand même 7e au championnat. Ouais. Mais il a fait des erreurs, puis moi je te dirais, ce serait plus Robert Schwarzman, le pilote russe qui est dans la course au championnat de Formule 2 en fait actuellement. Ouais. Donc c'est ça. Mais pour Nico Hülkenberg, c'est vrai on s'entend tous pour dire qu'il doit avoir un volant cette année. Ben, normalement Mais cette année. Il y avait un volant à Renault, hein, mais il y a un plus vieux qui a pris ça. Ouais, je sais. C'est sûr. C'est ça. Je sais pas si la rumeur qui dit que c'est Hülkenberg qui a refusé en fait le volant. Je sais pas. Avec le passé de Renault, là, je sais pas trop là, si je dois croire l'écurie ou bien le pilote. Alors. Mais par contre, pour tous les pilotes en fait l'année prochaine, Hülkenberg va être en tête si eux-mêmes ne donnent pas des bons résultats. Mm-hmm. Puisque s'il y a moindrement, par exemple, Bottas, qui a toujours été bon à mon avis, mais si l'année prochaine ça va un peu moins bien, ben le remplaçant, les gens vont déjà commencer à sortir ce nom-là. Ouais. Donc, moi, c'est un... Pour moi, je crois qu'on va le revoir. Ouais. Mais dans les bonnes conditions. On va pas nécessairement le voir en fin de peloton. Non, c'est ça. Je pense que ce n'est pas sa place. Je pense qu'il a fait son temps. Je sais qu'il va avoir 33 ans dans quelques jours à peu près, mais à 33 ans, ce n'est pas un âge si vieux que ça. Alors, il lui reste encore quelques années de Formule 1, si on peut dire. Donc, je suis vraiment impressionné d'ailleurs par la performance du Hulk. Vraiment devant Lance Stroll tout au long du week-end. Et surtout... Quand même, Nico, il n'a pas manqué de courses à Silverstone parce que il a manqué juste quelques courses. C'est ça. Si on regarde dans les faits officiellement, il a manqué à peu près 5 ou 6 Grands Prix parce qu'il était là l'année dernière à Abu Dhabi. C'est sûr que la situation avec la COVID-19 l'a désavantagé autant que les autres pilotes aussi parce qu'ils n'ont pas roulé, mais c'est juste que Hülkenberg a quelques Grands Prix de retard comparé à tout le monde. C'est sûr que dans le cas de Lance Stroll, bon, on s'entend tous te dire que Hülkenberg est supérieur à Lance Stroll. Ça, je pense que c'est un secret de polichinelle. Mais de là, et c'est là où je veux en venir en plus, ce n'est pas parce que Hülkenberg a été devant Stroll que Stroll est pourri ou quoi que ce soit. C'est ça que j'ai vu sur les réseaux sociaux pendant toute la fin de semaine. Pourtant, on parle du même Stroll qui s'est qualifié 6e, qui a terminé dans les points pour une 4e course consécutive, ce qu'il n'avait jamais fait dans sa vie. Alors, je comprends qu'il y a le hype derrière le retour de Hülkenberg, mais il faut être réaliste aussi, là. Ah, si je peux me permettre, Abdou, je vais pas utiliser le qualificatif pourri, mais déception. Déception, de mon avis. Oui, c'est une déception. Il y avait la chance de se considérer en tant que leader. Tu sais, Perez, le leader de naturel, n'était pas là. Ouais. Donc, je me serais attendu un peu plus. Je me serais attendu à un Stroll incisif, à l'attaque. Oui. Fort en qualification, et c'est pas arrivé dans les 2 dernières courses. Non, c'est ça. Donc, moi, c'est une déception. C'est vrai. C'est bel et bien vrai. Puis en plus, je comprends, c'est la 4e saison, mais Stroll connaît un peu plus la voiture que Hülkenberg. Donc normalement, puis en plus, il a dit lui-même, son tour de qualification, c'était pas parfait du tout. Mais tu te devais quand même de mettre les bouchées doubles. C'est ce qu'il n'a pas fait malheureusement. En cours, je comprends que il a dû gérer les pneus parce que c'était pas génial les pneumatiques parce que c'était plus tendre. Mais quand même, je m'aurais attendu un peu plus de la part du Québécois. Et
là, il faut qu'on parle des vibrations et c'est là où je vais en venir avec mon rant. Parce que sur les réseaux sociaux, tout de suite après la course, Racing Point a mis un tweet pour dire que Hülkenberg a souffert de vibrations, puis c'était lui qui avait soumis le problème. Donc, l'écurie a décidé de l'arrêter pour qu'il puisse revenir. Il était 7e, certes loin derrière Stroll, mais de toute façon, il y avait Alex Albon qui était derrière, qui allait les rattraper de toute façon. Mais là, tout de suite après, là, ça a été une cascade de tweets pour dire « Ah oui, oui, c'est sûr, parce que vous allez favoriser le fils à papa, parce que c'est le fils du propriétaire. » Écoutez, on est en... Je vais rester poli, parce que je vais pas dire de gros mots. On est en 2020. On a assez de théories du complot dans cette planète à cause de cette pandémie. La dernière chose, moi personnellement, que je veux voir, c'est des théories du complot en Formule 1. Je comprends que Nico Hülkenberg, c'est un pilote qu'on adore tous. Ça, on le sait. Mais vous n'avez pas besoin d'être aveugle pour lancer des genres de théories pour dire « Ah, Stroll, c'est le fils à papa, donc il faut le prioriser. » Je veux dire... Des vibrations dans une voiture, c'est très dangereux parce que ça peut causer une crevaison, voire même une rupture de la suspension. Puis ça peut arriver sur une ligne droite. On l'a vu avec Brandon Hartley en 2018 sur ce même circuit. C'est super dangereux. Donc, ce que Hülkenberg a fait, c'était la chose correcte. Mais les gens, parce qu'ils détestent Stroll, parce qu'ils ont une adoration assez surélevée de Nico Hülkenberg, ils nous sortent des théories du complot énormes. Puis ça, c'est ce qui m'a frustré. Ça, puis le fait que puis en plus, ce qui m'a pas aidé, c'est parce que j'ai mangé un sachet de réglisse aussi, là. Donc, c'est ce qui... le taux de sucre était pas mal élevé. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, allez pas sur les réseaux sociaux lancer des théories du complot. On a assez de Lucie Laurier, de Canon ou autre chose, là. Même Annie Dufresne, là, je le rajoutais, là. Pour les amis français, là, vous allez aller googler Annie Dufresne et Lucie Laurier. Ce sont deux actrices qui sont des adeptes des théories du complot. Mais, s'il vous plaît, là, vous avez F1 TV, il y a les internets où il y a des vidéos, où ils montrent justement la radio. Alors, comme on dit, faites vos recherches avant de tweeter du n'importe quoi. Bon, là là c'est assez. C'était mon rant, puis là le Canadien vient de marquer. Nice. Oh. Écoute, si ce n'était pas assez là pour que je fasse un rant, t'as chez Weber qui marque. Hey, boy. Bueno, disons que peut-être ici au Canada, on a les attentes hautes, on peut appeler comme ça par rapport à Stroll, parce que oui, on sait que lui est capable si se met au travail, mais hors du Canada aussi on les attentes hautes, mais au contraire. C'est ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que il faut arrêter d'être toxique. Je comprends que Stroll, c'est pas le pilote du siècle. Ça, on s'entend. Mais c'est un pilote qui a montré ses preuves. Tout comme Nico Hülkenberg, même s'il n'a pas de podium. Je veux dire, les deux sont très bons. Je dis très bons, bon, dans le sens où ils sont de très bons pilotes. Ils sont pas là pour rien. Mais calmos, please. Bon. On va passer à un autre Allemand, mais celui-là, je pense que on se sent plutôt mal pour lui. C'est le pauvre Sébastien Vettel. Oh. Vettel, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il est 13e au classement des pilotes avec 10 points. C'est, je pense, quelques points de moins que Nico Hülkenberg qui a une course déjà complétée. Alors que Charles Leclerc a inscrit un podium en Grande-Bretagne la semaine dernière.
et une 4e place. Mais comment expliquer le problème de Vettel? C'est juste triste de voir. On sait qu'il va pas finir la saison. Ben, je m'excuse. C'est sa dernière saison avec Ferrari. Mais quand même, de le voir souffrir comme ça, pour un quadruple champion, ça fait mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai vu, par exemple, sur le bulletin F1.com, j'ai vu qu'il était dans les comptes performance. Ouais. Et moi, j'ai souvent été dur envers Vettel, mais là, j'ai juste de la pitié. Je peux pas, tu sais, par exemple, partir en tête à queue, aussi bête au premier tour. Moi, je suis rendu à me dire, il est pas dans un état mental adéquat pour donner le meilleur de lui-même. Donc, regarde, je m'y souhaite le meilleur. C'est difficile. Puis je sens pas que son équipe est vraiment derrière lui. Donc, c'est très dommage. Ouais, parce que... Exact. On l'a entendu aussi à la radio. Il a dit, en gros, on en avait parlé ce matin. Vous n'avez pas suivi la stratégie. En gros, vous avez foiré. Alors, bonne chance avec ça. Donc, tu vois que le niveau de confiance est carrément brisé entre les deux clans. Alors, quand ça se demande si... Ouais, excuse, vas-y. Oui, et c'est ça. Puis, au fur et à mesure, là, si ça continue, parce que là, Ferrari a annoncé qu'ils vont donner à Ferrari un nouveau châssis, mais si ça fonctionne pas, là, Vettel va être en colère. Puis ça c'est rare de le voir autant en colère, donc... C'est à se demander s'ils vont continuer la saison ensemble. C'est ça. C'est ça, parce que... Si ça continue comme ça va être compliqué. C'est difficile parce que la confiance, il était cassé l'année passée. À partir du moment qu'ils ont comme changé la stratégie, ils ont mis Leclerc à l'avance parce que c'est vrai, l'équipe est derrière Manu, il est derrière Leclerc, mais il n'y a plus confiance. L'année passée, dans quelques courses, Vettel a refusé la stratégie. Chaque fois qu'il a refusé la stratégie, allait mieux. Ouais, on l'a vu en Hongrie aussi. Et cette année, c'est tout, il n'y a rien qui marche pour lui. C'est sûr qu'il n'y a rien qui marche. Oui, on dit, oui, ça ne va pas dans sa tête, mais tu imagines, essaye de faire ton travail quand tout le monde ne te donne pas qu'est-ce que tu as besoin. Oui, puis on entend... Il n'est pas capable de travailler avec ça, c'est sûr, il n'y a pas la tête, il n'y a pas confiance. Regarde, oui, il est parti en tête à coup, c'est sa faute, mais il est quand même fait une remontée, il est quand même était no bien, avec les plus durs. Ils l'ont arrêté dans le trafic juste pour éclairer à Leclerc qui avait arrêté déjà. C'est ça, mais c'est des petites choses que peut-être le monde qui n'a pas non plus Vettel, il regarde même pas, il dit non, il est poche, ça va mal et tout, mais lui, s'il le laisse un petit peu plus longtemps, parce qu'il tenait plus longtemps, tous ceux les seuls qui étaient avec les pneus plus durs comme Verstappen, ils pouvaient rester plus de temps en piste, mais la seule chose qu'ils ont fait, on dit, mais on rentre avec lui et on laisse la place à Leclerc. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est vrai. Mais oui, son erreur, parce que oui, son erreur était à la première tour, mais il y a plein de pilotes qui font d'erreur à la première tour, oui, mais il a quand même remonté son erreur, même si était mauvais, mais c'est ça. Ouais, puis c'est ça, Binotto aussi l'a dit après la course, c'était pas stratégie, c'était pas phénoménal notre stratégie, mais Vettel s'est mis dans le trouble lui-même. Non, c'est ça aussi, parce que Binotto il a le plan de faire la faute sur lui aussi. Mais oui, c'est sa faute, le tête à coup, c'est sa faute, mais la stratégie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça. Marc-André, tu voulais amener un point sur le cas Vettel? Exactement. Souvent, on va dire que la confiance, ça se gagne par des bonnes performances. Puis en ce moment, ce qui se passe, c'est que Vettel n'est pas en mesure d'en avoir, donc est aucunement capable d'aller chercher son niveau de confiance habituel. Et en plus, que l'écurie n'est
pas du tout derrière lui. On le voit avec la réponse de Binotto ici qui lance son deuxième pilote. Dans une équipe, habituellement, oui, tu as un premier pilote, mais ton deuxième pilote, tu dois le soutenir quand même parce qu'il fait partie de la construction de ce qu'il va avoir prochainement pour Ferrari. Et je pense que Vettel, même s'il quitte l'équipe l'an prochain, et bon, déjà, je pense que l'an dernier, en fin de saison, ça se préparait. Je pense qu'il peut quand même avoir un lot de solutions entre ses mains pour aider Ferrari qui ne vont nulle part présentement, même si Leclerc a eu une troisième position la semaine dernière, une quatrième position en fin de semaine. Je pense que vraiment, cette écurie-là ne va nulle part en ce moment. Ça cherche beaucoup. Et Vettel aurait pu être une solution pour construire quelque chose. Et en ce moment, c'est de lancer leur deuxième pilote au bûcher, de le laisser se perdre un peu plus. Puis pour moi, c'est vraiment ce n'est plus une énergie d'équipe qui peut être mise de l'avant. Donc, j'ai hâte de voir ce que Ferrari va faire dans les prochaines semaines parce que pour moi, c'est inacceptable de voir une écurie faire ça avec leur pilote. Un petit bloqué ici. Mais oui, mais c'est vrai, parce que je pensais à ça. C'est pas la première fois qu'on voit Ferrari traiter un pilote en fin de contrat de la sorte. Alonso aussi, c'était comme ça. À un moment donné, bon, on sait qu'Alonso, c'est un caractère un peu plus bouillant, mais en même temps, Ferrari, c'est vrai, ne lui donnait pas la meilleure voiture, puis Alonso je sais pas combien de fois les a sauvés, les a transportés avec eux. Mais au final, à un moment donné, Ferrari essayait parfois de le mettre au bûcher aussi, quand c'était Luca Di Montezemolo aussi, comme président de la Scuderia aussi. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas la façon de faire de Ferrari qui doit changer aussi? Parce que, je sais pas, j'ai du mal à voir. Mais c'est peut-être une impression que j'ai, mais je trouve depuis une dizaine d'années, donc on parle d'Alonso, on parle de Vettel. Kimi était là. Pilote, pardon? Kimi aussi était là. Oui. Kimi, effectivement, c'est le pilote qui doit s'adapter à la voiture. Alors que, normalement, quand dans des équipes championnes, quand on dit que le pilote ne faisait qu'un avec la voiture, c'est que l'équipe s'arrangeait pour que le pilote soit très bien. Que même que la voiture soit conçue pour plaire à tel pilote. Ça s'est déjà fait dans le passé. Et là, je trouve que depuis une dizaine d'années, on dirait qu'on essaie de produire une très bonne voiture, mais sans vraiment avoir l'apport des pilotes. Je trouve c'est une impression que j'ai. C'est rare qu'on ait vu un pilote Ferrari avec beaucoup de motivation et genre inarrêtable. On l'a déjà vu en... Je pense 2017, mais un glissé à Hockenheim est si vite arrivé qu'après tout s'écroule. Oui. Moi, personnellement... on a même déjà vu ça avec Vettel et Red Bull. Oui. Il faisait qu'un avec la voiture. Oui. Mais c'est ça, c'est une question de confiance aussi. Encore là, je me demande avec comment Red Bull fait aussi, ce qu'on voit avec Verstappen aussi. À quel point ils vont mettre l'accent sur un pilote puis l'autre ils vont essayer de l'aider. Mais chez Ferrari, tu as raison. Moi je pense même là que depuis Hockenheim 2018 où Vettel est sorti que je pense la confiance a commencé à diminuer chez Ferrari parce que dans le contexte où t'as Sergio Marchionne qui est décédé quelques jours avant le Grand Prix d'Allemagne, ça peut démoraliser les troupes. Là, t'as Vettel qui fait ses erreurs et ça a continué en fait au cours de la saison 2018. Ça n'a pas aidé. Là, en 2019, on a Charles Leclerc qui arrive et qui pousse déjà rapidement après le deuxième Grand Prix. Ça a complètement démoralisé Vettel. Désolé, il y a eu de gros changements parce que Binotto, il est pas supposé être le chef de file, lui était le chef technique, c'est lui qui s'occupait de développement de la voiture, mais il passe à avoir comme 3 jobs en même temps. Je pense que ça aussi, il sortit
Vettel, il travaillait avec Kimi, avec Arrivabene, c'était pas la même affaire. Il y a beaucoup de monde qui a changé entre-temps. C'est ça, c'est peut-être aussi, c'est sûrement le management, excusez-moi mon anglais, c'est sûrement le management qui fait en sorte que Vettel n'est pas capable de s'adapter comme il faut, ou bien l'inverse aussi, que Binotto n'est pas capable de s'adapter à la méthode de travail de Vettel. Pourtant... T'as un quadruple champion, le minimum de choses que tu dois faire, c'est lui parler puis prendre tout son apport. Avoir un niveau de respect aussi envers le pilote. Je pense qu'on a souvent critiqué Red Bull pour leur attitude avec les pilotes qui font des erreurs ou qui performent peu. On l'a vu avec Kvyat, Gasly, où c'est pas trop long que Red Bull décide de les rétrograder pour en amener un autre. Mais je pense que présentement, chez Ferrari, c'est ça, c'est un manque tout simplement de respect avec que ce soit un quadruple champion ou un pilote qui vient d'arriver dans une écurie. Je pense qu'il y a un certain niveau de respect que tu dois avoir envers le pilote. Et en ce moment, c'est ça que je ne sens pas. Et tu l'as dit, je pense qu'en 2018, c'est là où tout s'est fracassé, où la confiance s'est fracassée. Mais si Ferrari avait pris les cornes, le taureau par les cornes, puis aurait dit, regardez, on va prendre le contrôle de la situation, on a confiance en Vettel. Peut-être qu'aujourd'hui, la situation serait différente et que Vettel et Charles Leclerc seraient capables de cohabiter parce que Charles Leclerc a quand même besoin d'un exemple en ce moment. Oui, on oublie que c'est un bon pilote, mais qui est très jeune, qui a encore beaucoup à apprendre. Et je pense que si Vettel avait pu avoir une confiance en son équipe et vice-versa, je pense que Charles Leclerc aurait pu en profiter. Présentement, il se retrouve en position de numéro 1. L'an prochain, il va se retrouver seul aux commandes de cette écurie-là. Ouais. Et j'ai hâte de voir le résultat. Et à la fin, peut-être que ça va avoir des répercussions sur sa carrière au complet parce qu'il ne va pas avoir eu de grands leaders ou d'exemples pendant plusieurs années pour justement apprendre des petites choses, des petits détails qui sont importants, comme un quadruple champion peut le faire. Ouais. Et dernière question, est-ce que vous pensez que Sébastien Vettel écoute la chanson d'Edith Piaf, La vie en rose? C'est le mercato. Hein? Je pense que ça va être assez... ça va être changeant. Mais là, je sais pas si vous avez vu, mais Lance Stroll a fait des commentaires dernièrement sur la situation. Et il a parlé avec le Channel 4. Puis il a affirmé que si jamais son père le virait, ce serait une décision business, tout ça. Bon, maintenant, on peut parler de tout ça, mais tu vois, je pense que c'est une possibilité. Les rumeurs sont là. Est-ce que ça va arriver? J'ai hâte de voir. Mais les prochaines semaines, les prochains mois vont être assez intéressants dans ce dossier, c'est assuré. Ouais. Mais je pense que Stroll, il ne va pas être congédié, ça c'est sûr. Il ne va pas être congédié, mais je pense que c'était important pour lui qu'il fasse une sortie comme ça, même si c'est clairement écrit là, entre les ressources humaines et tout ça. Mais je pense que c'est important pour lui. Puis je pense que pour Vettel, on va voir. Mais je vais lancer une discussion, là peut-être pas nécessairement dans le complot, mais dans le jello, dans l'espace, dans un univers parallèle. Mais advenant que Lance se disait, oui, ça fait 4 ans que je suis là, mais j'aimerais ça peut-être parfaire mon expérience ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez si peut-être, avec l'aide de son père et d'Aston Martin, peut-être aller dans une catégorie parallèle juste pour parfaire son talent et après revenir en Formule 1 sous de solides assises. Je sais que là je divague, là, je suis rentré dans le complot, là. Mais, Lance Stroll, même Lawrence Stroll, je me dirais, OK, oui, ça va bien en Formule 1, mais je serais peut-être... Est-ce que ça me tente d'être dans le milieu du pack longtemps ou ça me tente de dominer, de gagner? Ouais. Mais en même temps, dans quelle catégorie il irait, là, c'est tout autre chose. Mais tu sais, quand on regarde quand on voit toute la vie de Lance Stroll, oui. Il arrive là, tu sais que
si un jour il dit ok, ça marche pas, c'est fini, c'est pas pour aller en bas, il n'y a pas de retour possible, je pense pas, parce que lui il n'a pas fait tout cet effort toute sa vie juste pour dire non, mais je vais retourner à Formule 1. Qu'est-ce que tu vas faire là? Il y a plein de vieux pilotes qui se bataillent chaque course. Tous les bons pilotes viennent de F3, d'une autre catégorie, pas de F2. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire? La Formule 1, si tu n'es pas dans l'auto, tu n'apprends rien. Oui. Moi... Mais je lançais ça dans l'espace. Et moi, si je peux rajouter encore, si je me contradis avec ce que j'ai, avec mon rant, Lawrence Stroll a acheté Aston Martin, qui est très impliqué en endurance, alors... C'est à ça je pensais parfois. Ouais, peut-être en endurance. Puis Lance a déjà participé à 2 fois aux 24 heures de Daytona aussi, donc... ça, il a de l'expérience en endurance. Mais ça ne sert à rien l'endurance pour aller en Formule 1 après. C'est pas les mêmes circuits, c'est pas la même dynamique, c'est pas les mêmes motos. Ouais. Mais vraiment... ça sera un X définitif à la Formule 1. C'est ça. Oui, c'est l'endurance, c'est comme... Puis là, je pense que, mais en fait, là, on parle pas nécessairement de la prochaine saison, parce que là, Lance Stroll va avoir sa meilleure saison... mais on parle peut-être d'un futur proche. Ouais, c'est ça. Plus dans un futur proche. Encore là, avec l'application d'Aston Martin en endurance, sur 24 heures du Mans, bien dans des championnats de GT3, même dans le championnat du monde d'endurance même. Encore là, Et là, une chose qui est intéressante, c'est que là, on parlait du fait que Leclerc sans Vettel, va peut-être avoir du mal à avoir un peu plus d'expérience. Mais là, avec Stroll, qui aurait peut-être Vettel comme coéquipier, là, c'est un autre univers. Là. C'est comme il y a eu avec Massa, c'est la progression. C'est la progression offerte. Là. C'est ça, ce serait parfait. Tu as un quadruple champion du monde qui est pas difficile comme coéquipier. Alors ça va être ça pourrait être très intéressant pour le développement non seulement de l'équipe comme Aston Martin dans le côté marketing, parce qu'un quadruple champion du monde, ça se vend bien, mais pour le développement de ton coéquipier aussi, pour le pousser un peu plus. Puis en plus, on dit que ses performances en qualification, à part cette année, ont souvent été médiocres. Là, tu as celui qui est parti le plus de fois en pôle chez les pilotes actifs qui pourrait aider à développer ton rythme sur un tour. Donc, ça pourrait être donnant-donnant. Mm-hmm. Ouais, puis mon commentaire va me faire changer mon fusil d'épaule parce que vous vous souvenez peut-être de mes commentaires lorsqu'on avait parlé pour la première fois de cette décision de peut-être amener Vettel, où j'étais très dur envers Vettel, où je trouvais que c'était peut-être pas le bon mouvement pour Aston Martin, mais de plus en plus, je suis obligé d'avouer que ça pourrait être assez intéressant, autant du côté marketing, comme tu l'as dit, mais aussi d'amener Lance à un autre niveau et d'amener cette voiture-là à un autre niveau aussi, à un respect peut-être plus fort. Maintenant, je pense que ça va énormément dépendre de le niveau de confiance que Vettel va avoir en fin de saison. Parce que si il arrive chez Aston Martin avec une confiance très basse, ça pourrait peut-être causer quelques problèmes à Aston Martin s'il n'arrive pas en forme et bien motivé. Mais c'est certain que ça peut être bon. Alors, j'ai très hâte de voir. Est-ce qu'il va voir la vie en rose, comme tu le dis? Probablement qu'il y a des discussions hors circuit et que nous allons voir les dénouements prochainement. Et d'ailleurs, la Formule 1 a confirmé que Drive to Survive allait revenir. Fait que peut-être qu'on va assister à ces discussions dans quelques mois. Il était chez Racing Point à la dernière course. Ouais, donc on va avoir. Il avait été à Ferrari, c'est Ferrari qui a porté les punches. Oh my God, ça va être tout un épisode. C'est ce qui va. Probablement très coupé aussi. Ah oui, surtout. On couper les Allemands.
Ouais, ça. Germanie, l'année passée, il était coupé. Brésil, Comme entre par autres. Ouais, Brésil a été coupé, entre autres. Donc, j'ai hâte de voir Drive to Survive numéro 3 l'année prochaine. C'est ce qui va compléter ce 50e épisode du Bulletin F1. Je vais aller avec des remerciements assez sentis. D'abord, Félix, je voudrais te remercier de l'invitation. Grow Represent. Merci beaucoup de ton soutien, de nous avoir aidés aussi avec le Bulletin F1, ben aussi personnellement aussi. Ouais, c'est gentil. Continuez votre très bon travail et vous êtes une source d'actualité en français. En français, c'est déjà rare, mais vous êtes une source très pertinente. Donc continuez comme ça. Puis bonne fête. Bon 50e. Merci beaucoup, Félix. Restez jeune. Ah oui, restez jeune. Yes. Oui, même Anna-Maria, mais oui, évidemment, on va tous rester jeunes. Et puis, en plus de ça, ben Félix, si jamais tu es intéressé, fais-moi signe, puis on va te réinviter aussi. On s'en parle. Oh yes. Marc-André, Anna-Maria, un énorme merci de vous être joints à cette aventure en fait du podcast qui a commencé en avril 2019. Vraiment, c'est fou à quel point excusez-moi. Quand j'ai commencé le bulletin F1 en 2018, jamais j'aurais pensé que j'allais faire un podcast. J'ai dit, OK, je vais le faire. Le plan avant, c'était de le faire tout seul, mais j'étais quelqu'un qui est gêné. Mais le fait de vous avoir, autant Marc-André, Anna-Maria et même Brian, dans les tout débuts, je sais que Brian est tellement occupé en ce moment. Quand il me parle, il est fatigué parce qu'il est j'allais dire ambulancier. Il est paramédic, c'est ça le vrai terme. Il est tellement occupé, il est tellement fatigué, puis c'est tellement une job très demandante. Très demandante, c'est ça. Donc, le fait que vous ayez été là. Bon, Anna-Maria, c'est très récent, depuis février-mars à peu près, là, que tu t'es jointe dans l'équipe, là. Ça m'a donné le goût de faire ce podcast un peu plus, de m'investir un peu plus sur le blog et le podcast aussi. Donc, un énorme merci à vous. Je voudrais aussi remercier je voudrais vous remercier aussi à vous, les auditeurs qui vous nous écoutez, que ce soit ici au Québec et même en France aussi. Jamais j'aurais cru penser me rendre à 50. Je me disais, un jour, je vais me rendre à 50, peut-être même à 100. Merci tout le monde. Et je voudrais remercier aussi en partie Pierre Mayotte, qui est un ami personnel, qui est un grand amateur de sport, qui a été là, qui est à chaque année au Grand Prix du Canada, même place, mais qui nous soutient aussi, autant sur les réseaux sociaux que quand c'est au niveau personnel aussi, l'écoute du podcast aussi. Alors, un énorme merci à Pierre, puis aussi à Francis Paquette, qui a été là depuis les débuts aussi, qui n'hésite pas à nous envoyer, à participer aussi dans tout ce qu'on fait. Alors, merci à vous. Et merci aussi à tout le monde. Je suis comme... C'est fou à quel point quand on fait quelque chose qu'on aime, là, c'est incroyable à quel point, là, quand tu le fais avec passion, là, c'est gratifiant. Je voudrais vous remercier énormément. Puis, si jamais vous avez envie
de dire quoi que ce soit, n'hésitez pas, en autant que ce soit constructif, pas dans le théorie du complot, parce que j'en ai assez là. Mais écoutez, on est partout sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, partout où c'est possible d'écouter le podcast, même sur Balado Québec. On a même notre site bulletinf1.com pour lire les chroniques, les avant-courses, les bulletins de notes, les tops et les contre-performances. On est aussi sur Facebook, facebook.com/bulletinf1, sur Twitter, @lebulletinf1, et même sur Instagram aussi, @lebulletinf1 aussi. Donc, si vous voulez discuter, n'hésitez pas. La porte est toujours ouverte. Puis même si je fais des jokes qui sont parfois un peu weird, pas drôle, par expérience, je l'ai fait puis ça n'a pas fonctionné. Écoutez, c'est tout le temps plaisant. Alors, et 50 000 fois merci. Alors, un énorme merci. Là, on vient de me dire que je dois quitter dans 5 minutes. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Merci énormément d'avoir été là. Je m'appelle Abdoussal. Et pour la 50e fois, on continue toujours de rouler avec la Formule 1. Puis j'espère qu'on va se rendre au 100e et même un peu plus. Sur ce, bonne journée et merci encore une fois.